Très bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre atelier La fiscalité à l'heure du Covid. Donc c'est un atelier qui va nous permettre de faire un petit tour d'horizon sur les normes, les nouvelles normes qui ont été édictées dans cette période totalement exceptionnelle et hors norme justement, puisque vous savez que que le législateur a habilité le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour établir les normes qui doivent s'appliquer en ce moment. Alors, l'idée de cet atelier, c'est aussi de voir comment l'administration a également pris d'autres mesures et a fait connaître ses positions, les positions qu'elle entend appliquer aux contribuables, voire appliquer aux contribuables, notamment par des modes de communication qui sont assez nouveaux, à savoir les foires aux questions, à savoir les communiqués de presse. Hein. On a entendu tout un tas d'informations, pas plus tard qu'avant-hier, s'agissant du report de paiement de la taxe foncière. À la dernière minute d'ailleurs, mais enfin pour les entreprises les plus en difficulté qui ne sont pas en mesure de payer tout de suite leur taxe foncière, il y a eu une mesure de report de paiement. Et donc l'idée de cet atelier qui est plutôt exploratoire, hein, c'est de se demander quelle est la valeur juridique de ces actes. Est-ce qu'ils sont opposables par le contribuable, qui a intérêt évidemment à s'en prévaloir, et est-ce qu'ils sont contestables dans l'hypothèse où il ferait grief à un contribuable. Alors, pour réfléchir à ces questions, encore une fois, qui sont très exploratoires, j'ai invité Sarah Dardour-Attali, que vous voyez, je pense, à l'écran. Et avocate au cabinet Francis Lefebvre Avocat, donc comme moi, qui est avocate cancel et qui est spécialisée sur les sujets de contentieux administratif et évidemment de contentieux fiscal. Alors, la proposition de plan que l'on a pour cet atelier est la suivante. Donc, la première, c'est les sources du droit sur lesquelles on va travailler. Donc, les derniers BOFIP, puisqu'il y en a plusieurs, qui ont commenté les ordonnances. Donc, ce sera un sujet un peu technique que je vais essayer de rendre le plus compréhensible possible, mais pour vous dresser le panorama des ordonnances et des éléments qui sont apparus dans la doctrine les commentant. Et puis faire un point sur les autres sources du droit qui ont été utilisées par l'administration fiscale pour faire connaître ces positions, et notamment en utilisant l'exemple de la foire aux questions. La foire aux questions qui est celle de l'engagement de responsabilité, donc l'engagement de ne pas distribuer de dividendes si vous souhaitez. Alors, il y a un écho dans ma voix apparemment. Alors moi, je ne sais pas comment faire ça. Peut-être essaye juste de réduire le son de ton ordinateur. J'entends pas d'écho pour ma part. Pas d'écho de mon côté, oui. Apparemment, c'est pas tout le monde qui a l'écho, donc peut-être que c'est de votre côté. Donc, l'exemple de la foire aux questions, alors, sachant que ce à quoi on s'attend, c'est que l'administration développe davantage ses méthodes de communication. Donc, ce qui pourra être dit sur cette foire aux questions pourra éventuellement s'appliquer sur d'autres foires aux questions ou sur des communiqués de presse ou sur d'autres vecteurs de communication de la part de l'administration fiscale. Et puis, la deuxième partie, ce sera la contestation de ces actes avec des rappels sur le recours pour excès de pouvoir, puisqu'il y a eu des nouveautés intéressantes s'agissant du recours pour excès de pouvoir, et puis une actualité jurisprudentielle très intéressante, une affaire du 12 juin 2020 que Sarah commentera, qui concerne le contentieux administratif général, mais qui devrait avoir des conséquences sur la matière fiscale, sur notre matière. Alors, l'idée de cet atelier, comme je vous l'indiquais, c'est de réfléchir ensemble. C'est plutôt exploratoire, c'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas de questions tranchées sur est-ce qu'on peut contester ou non, ou est-ce qu'un acte est opposable ou non.
L'idée aussi, c'est de recueillir vos expériences et de recueillir vos avis, si vous avez réfléchi à la question. Et n'hésitez pas à utiliser le chat si vous voulez qu'on évoque des choses ensemble. Alors, petit sujet technique qu'il faut que je vous indique. Je ne sais pas si vous voyez correctement les slides, mais il faut que s'ils sont trop petits, il faut que vous cliquiez sur l'icône pour pouvoir les agrandir. Et en principe, vous les verrez de manière un peu plus lisible sur l'écran. Alors, on peut passer à la slide suivante, Sarah. Alors, donc, la première partie de l'atelier, c'est de faire un rapide commentaire des BOFIP définitifs qui ont commenté les ordonnances liées à la crise sanitaire, un rappel général pour vous remémorer tout ça, et puis vous expliquer comment ces BOFIP fonctionnent et ce qu'il y a dedans. Sachant qu'il y a 4 BOFIP. Le premier qui concerne les missions de la DGFiP, le deuxième, le contrôle fiscal. Le troisième BOFIP, ça concerne les agréments et les rescrits. Et le dernier, ça concerne la matière du contentieux fiscal de l'assiette. Alors, rappel, on peut passer à la slide suivante. Merci Sarah. Donc, je vous rappelle, mais vous l'avez probablement en tête, et puis j'ai l'impression qu'on va revivre tout ça, mais donc l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 qui a instauré l'état d'urgence a permis au gouvernement de légiférer par voie d'ordonnance pour faire face à la crise, et notamment pour prendre toutes mesures concernant les délais qui sont échus pendant la période de l'état d'urgence ou qui commençaient à courir pendant cette période-là. Alors les 4 ordonnances qui nous intéressent plus particulièrement, nous, pour notre matière fiscale, c'est l'ordonnance 306, qui est relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'état d'urgence et à l'adaptation des procédures, sachant que l'ordonnance 306 prévoit la fameuse période juridiquement protégée, ce qu'on appelle la PJP, et ce que l'administration appelle la période juridiquement neutralisée, qui commence à courir à compter du 12 mars et qui se termine à la fin de l'état d'urgence sanitaire, la fin qui avait été initialement prévue, donc le 23 mai, plus un mois. Donc la période juridiquement neutralisée est ici dans l'ordonnance 306 du 12 mars au 23 juin. Alors, c'est l'ordonnance 306 qu'on va le plus exposer après, puisqu'il faudra qu'on comprenne comment elle fonctionne et comment elle a été commentée par l'administration. Vous avez l'ordonnance 304 qui, elle, concerne les règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire. La 305 qui concerne les règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Et puis la 303 qui porte l'adaptation des règles relatives à la procédure pénale. Donc nous, on va s'en tenir à la 306 et un petit peu la 305. Alors, ces ordonnances ont fait l'objet de commentaires au BOFIP qui a été mis en consultation publique et dont la version définitive est sortie le 24 juin 2020. Alors, la slide suivante. Ouais, c'est un peu vite. Ah, désolée. Non, c'est bon. Ah oui, c'est excusez-moi. Mais je vais peut-être passer. Alors oui, simplement cette slide pour vous dire que bien que l'état d'urgence sanitaire ait été prolongé par la suite jusqu'au 10 juillet, la période juridiquement protégée est restée fixée du 12 mars au 23 juin. Et que par ailleurs, les ordonnances 306 & ont été modifiées à la marge par des ordonnances ultérieures. Et donc, le BOFIP du 24 juin est venu commenter de manière définitive ces ordonnances. Alors, on peut passer donc au premier de ces BOFIP.
au premier de ces BOFIP qui, lui, concerne, qui est intitulé Incidence sur l'émission de la DGFiP, donc c'est le BOFIP Covid-19-10, et qui, lui, donc, vient rappeler que la période juridiquement protégée, que l'administration appelle la période juridiquement neutralisée, la PJN, est comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, et que donc les délais qui seraient échus pendant cette période-là sont reportés ou suspendus. Alors, la particularité de l'ordonnance 306, le commentaire que je veux faire ici, c'est de vous expliquer comment elle fonctionne. C'est-à-dire que l'ordonnance 306, elle est composée de 2 titres. Un premier titre qui est défini, donc cette période juridiquement neutralisée, dans lequel ce premier titre, certains articles nous concernent très directement. L'article 2 qu'on va voir, l'article 7 et l'article 8 qui concernent les rescrits et agréments. Et puis vous avez un second titre dans cette ordonnance, le titre 2, qui lui concerne le contrôle fiscal. Et dans ce titre 2, donc vous avez également des reports et suspensions de délai, sauf que c'est plus entre le 12 mars et le 23 juin, c'est entre le 12 mars et le 23 août. Donc on verra sur la partie, quand on verra les contrôles fiscaux, que la période juridiquement neutralisée du 23 juin jusqu'au 23 juin n'est pas celle qui s'applique pour les procédures de contrôle fiscaux. Donc ce qui reste dans le titre 1, c'est l'article 2 donc, qui va concerner les missions de la DGFiP et qui va concerner en réalité que très peu de choses, puisque selon le BOFIP, on nous dit que ça s'applique aux formalités d'enregistrement et de publicité foncière. Donc tous les actes qui auraient dû être déposés pendant cette période pourront l'être dans un délai ne pouvant pas excéder 2 mois après le 23 juin. Alors vous avez le BOFIP qui vous donne des exemples. Et puis, vous avez une exception qui concerne, c'est dans la slide, la déclaration des plus-values mobilières et immobilières. Mais hormis ça, l'article 2 ne concerne pas grand-chose en réalité pour ce qui nous concerne, pour notre matière fiscale. Et donc, ça ne s'applique pas au délai des procédures de contrôle. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est dans le titre 2 et c'est l'article 10 de cette ordonnance. Et ça ne s'applique pas non plus au délai de dépôt des déclarations, puisque vous avez bien en tête que tous les délais de dépôt de déclaration, eux, ils ont été reportés par les faits des différents communiqués de presse et puis par les publications qui ont été faites sur le site impôts.gouv. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc, toujours ce premier BOFIP sur les missions de la DGFiP va commenter l'article 7 et l'article 8 donc, de l'ordonnance 306, qui sont dans le titre 1, donc pour lesquels les délais sont suspendus entre le 12 mars et le 23 juin. Donc, les actes concernés sont les procédures d'agrément, agrément et rescrit. Alors, dans le BOFIP, vous avez quelques explications là-dessus, mais en réalité, il y a le troisième BOFIP qui est spécialement dédié aux agréments et aux demandes de rescrit. Donc, on y reviendra un peu plus tard. Et puis, vous avez des précisions s'agissant de la matière du recouvrement. Où là, vous avez aussi des suspensions de délai. Peut-être un peu plus intéressant pour votre pratique, c'est l'article 8 de l'ordonnance 66 qui concerne les délais qui s'imposent aux contribuables pour l'application de dispositions affectant le montant de leur imposition. Alors là, ce qui est visé dans cet article 8, et c'est ce qui ressort de ce BOFIP, ce sont certains délais qui sont à respecter, notamment, et il y a il y a pas mal d'exemples dans le BOFIP, notamment pour bénéficier de certaines réductions d'impôt sur le revenu en cas d'investissement locatif, par exemple, du Pinel, des choses comme ça. Vous avez aussi un point qui, à mon avis, vous intéresse, c'est le délai de réinvestissement dans le cadre de l'article 150 0 BTR, donc dans le cadre de l'apport cession.
Vous savez que que le contribuable a 2 ans pour réinvestir enfin, que la holding du contribuable a 2 ans pour réinvestir le produit de la cession, 50% ou 60% du produit de la cession. Et donc évidemment, si le délai était en cours pendant cette période juridiquement neutralisée, il est étendu d'autant de jours qu'il y a entre le 12 mars et le 23 juin. Donc très pratiquement, ça veut dire que le délai pour réinvestir est de 2 ans plus 104 jours pour réinvestir et pour remplir les conditions du 150 0 BTR. Alors, on passe à la slide suivante qui concerne le BOFIP relatif aux incidences du Covid sur les procédures de contrôle fiscal. Donc, c'est le 3e BOFIP et qui va commenter l'article 10 de l'ordonnance 306. Cet article 10, comme je vous l'indiquais, il est inséré dans le titre 2. Et ce titre 2 prévoit, lui, une suspension de délai entre le 12 mars et le 23 août. Donc, on n'est plus sur les 104 jours jusqu'au 24 juin, mais on est sur une période de 165 jours de suspension entre le 12 mars et le 23 août. Alors, les conséquences, première conséquence en matière de délai de prescription, vous l'avez probablement en tête, c'est que le délai de reprise de l'administration qui se prescrivait au 31 décembre, pardon, les exercices qui se prescrivaient au 31 décembre 2020, le délai de reprise ici est suspendu et donc est rallongé de 165 jours supplémentaires pour que l'administration fiscale puisse envoyer sa proposition de rectification. Donc là sont visés les années 2017 pour l'impôt sur le revenu et puis l'IS, le délai de droit commun. Donc pour l'exercice 2017, l'administration fiscale dispose d'un délai supplémentaire de 165 jours et donc l'exercice 2017, le délai de reprise expirera le 14 juin 2021. L'exemple qui est prévu par le BOFIP concerne effectivement, c'est effectivement cet exemple. Ah non, pardon, concerne l'ISF, excusez-moi. Donc c'est l'année 2014 à l'ISF. On nous dit que la proposition de rectification devra intervenir au contribuable au plus tard le 14 juin 2021. Un autre exemple qui est prévu dans le BOFIP concerne une proposition de rectification adressée le 15 décembre 2017 qui a interrompu la prescription triennale au titre de l'exercice 2014 et qui a donc ouvert le nouveau délai pour l'administration pour mettre en recouvrement les impositions supplémentaires. Donc, en principe, il aurait dû expirer le 31 décembre 2020 et il expirera donc le 14 juin 2021. Alors, on peut passer à la slide ensuite, c'est bon. L'administration commente, donne des exemples aussi sur cet article 10, donne des exemples sur les différentes procédures de contrôle fiscal, par exemple sur le délai de vérification sur place qui ne peut excéder 3 mois. Donc là aussi, les 3 mois sont prolongés des 165 jours qui ont couru entre le 12 mars et le 23 août. Idem, la slide suivante, pour une ESFP, un examen en ESFP, pardon, dont la durée ne peut excéder 1 an. Donc là aussi, l'exemple est simplement pour bien comprendre que l'administration devra envoyer sa proposition de rectification avant l'expiration du délai d'1 an, plus 165 jours. Alors, donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Alors, dans ce BOFIP, il y a un point qui est aussi intéressant et je laisse la parole à Sarah. Ça concerne l'incidence de cette suspension de délai sur le calcul des intérêts de retard. Oui, alors vous savez que quand on a un contrôle fiscal, le principe c'est que les intérêts de retard
court, enfin on parle là ici de contrôle avec un contentieux d'assiette. Donc les intérêts de retard mis à la charge du contribuable courent jusqu'à la date de la proposition de rectification, enfin, jusqu'au dernier jour du mois, et s'interrompent pendant toute la phase d'échange, de recours hiérarchique, de recours à l'interlocuteur départemental ou de saisine des différentes commissions, pour ne recommencer à courir qu'à compter de l'émission d'un avis de mise en recouvrement ou avis d'imposition selon la nature de l'impôt. Et dans ce cadre-là, il y a eu des mesures particulières lors justement du Covid, étant donné que tout était suspendu et notamment l'émission des propositions de rectification pour ne pas pénaliser le contribuable. Il a été prévu que si le contrôle fiscal s'est achevé avant le 12 mars, le calcul des intérêts de retard s'arrête au 31 mars, et qu'en revanche, s'il n'est pas achevé au 12 mars, dans ces cas-là, la période juridiquement protégée n'est pas comptabilisée, enfin ne fait pas courir des intérêts de retard. En pratique, l'administration le fait d'elle-même. Automatiquement, dans ses propositions de rectification, défalque cette période dans son calcul des intérêts de retard. Donc, ça ne devrait pas être une source de contentieux, mais ne soyez pas étonnés si vous voyez cette période qui est défalquée. Alors, article 7, je repasse la parole, c'est sur les agréments. Donc là sont visées les demandes d'agrément ou de rescrit. Par exemple, s'agissant des rescrits, on a des exemples dans le BOFIP. Alors c'est le 3e, c'est le Covid-19-30, concernant les JEI, concernant l'abus de droit. Donc là, le délai est suspendu entre le 12 mars et le 23 juin. Donc on revient sur la date du 23 juin puisqu'on est dans le titre 1. Et l'accord tacite ou le rejet tacite ne sera implicitement acquis qu'à l'expiration du délai qui reste à courir, du délai initial qui reste à courir, mais qui est suspendu pendant la période du 12 mars au 23 juin, donc pendant ici 104 jours. Là aussi, il y a des exemples, mais bon, c'est pas la peine de s'attarder trop là-dessus. Si vous avez besoin de vous y référer, les BOFIP sont très explicites là-dessus. Sarah, ouais. Le dernier point, c'est sur l'incidence pour le contribuable de ces mesures de report et de suspension de délai. On a vu que l'administration fiscale avait en définitive jusqu'au 14 juin pour 2021 pour rehausser l'exercice 2017. Pour autant, ça ne veut pas dire que le contribuable, lui, dispose de ce même délai supplémentaire pour introduire une réclamation sur cet exercice ou sur l'exercice 2018. Donc, en réalité, le contribuable, lui, n'a pas de report de report de délai pour introduire ces réclamations, à une exception qui est en fait un effet mécanique de l'article R196.3. Cet article en fait permet aux contribuables d'introduire une réclamation aussi bien qui portant sur les rappels d'impôts que sur l'imposition initiale lorsqu'il a fait l'objet d'un rehaussement. Et donc, typiquement, si un contribuable est rehaussé sur, donc là c'est l'exemple du BOFIP, si des rectifications portent sur le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et sont notifiées le 20 mars 2021 par l'administration, donc qui fait usage de sa faculté à différer le rehaussement au-delà du 30 décembre, et que ça conduit à la mise en recouvrement de rappels au cours de la même année, et ben dans ces cas-là, le délai général de réclamation, il va courir jusqu'au 31 2023 parce que
le délai général de réclamation dans ces cas-là, c'est uniquement par rapport à l'AMR. En revanche, on a le délai spécial de réclamation du R196.3 qui va lui courir jusqu'au 31 décembre 2024 parce qu'on a le même délai que celui dont dispose l'administration, celui dont l'administration a disposé pour redresser, nous-mêmes pour réclamer. Donc, si l'administration a eu 3 ans et demi pour nous redresser, nous, on va avoir 3 ans et demi et nos délais en matière fiscale s'arrêtent au 31 décembre. Donc, en l'espèce jusqu'au 31 décembre 2024 pour pouvoir introduire une réclamation sur ces mêmes impôts, que ce soit même pour mémoire, aussi bien sur les rehaussements que sur l'imposition initiale. Donc, on n'est pas limité au quantum de ce que l'administration a rehaussé. Donc là, c'est le seul effet où le R196.3 va nous permettre de différer notre réclamation. Alors, là où en revanche, en l'absence de rehaussement, le R196.3 ne fonctionnant pas, on n'a pas de délai supplémentaire. Il y a un deuxième point, c'est le délai imparti à l'administration fiscale pour statuer sur une réclamation. Ce délai, il est dans le champ de l'article 7 de l'ordonnance 2020-306, c'est-à-dire qu'il est suspendu pendant la période juridiquement protégée. Et le BOFIP nous donne l'exemple d'une réclamation contentieuse qui a été présentée par le contribuable le 12 octobre 2019. En théorie, l'administration a 6 mois pour répondre, ou plus exactement, au-delà d'un délai de 6 mois sans réponse, le contribuable peut engager un recours auprès du tribunal administratif. Avant ce délai de 6 mois, on doit considérer que la requête est prématurée, puisqu'il y a un rejet implicite qui n'intervient qu'à partir du délai de 6 mois. Et avec cette ordonnance, on doit considérer qu'il y a une suspension du délai durant la période juridiquement protégée. Et donc, en l'espèce, il y a eu, avec notre réclamation du 12 octobre 2019, 5 mois qui ont couru jusqu'au début de la période juridiquement protégée. Et le délai ne va recommencer à courir qu'à compter du 24 juin pour une période, une durée de 1 mois supplémentaire, donc jusqu'au 6e mois, c'est-à-dire jusqu'au 23 juillet 2020. Et le contribuable pourra valablement saisir le tribunal à compter du 24 juillet. Ça a encore des effets aujourd'hui parce qu'on peut tout à fait imaginer une réclamation introduite début février, et donc un délai qui n'a toujours pas expiré. Et ça veut dire aussi que vos réclamations seraient prématurées si vous les introduisiez aujourd'hui dans le silence de l'administration. Qu'on a fait le tour de ces BOFIP. Je ne sais pas si on s'interrompt pour voir s'il y a d'autres questions dessus. Apparemment, alors il n'y a pas de questions dans le chat. Si vous souhaitez apparaître à l'écran ou simplement poser la question à l'oral, il faut que vous cliquiez en haut à droite. Vous avez un bouton qui s'appelle « Share audio et vidéo ». Et là, vous apparaissez et vous pouvez vous exprimer avec ou sans la caméra. J'ai l'impression que c'est bon, donc on peut passer à la partie suivante, donc qui concerne, on souhaitait s'arrêter sur l'exemple de la foire aux questions engagement de responsabilité pour voir ce que ça a produit comme effet et pour s'assurer que le contribuable puisse bien s'en prévaloir dans l'hypothèse où il y aurait des difficultés ou des discussions avec l'administration fiscale. Alors, on a voulu faire ce point, pas forcément parce que ça vous concerne tous aujourd'hui, mais plus exactement déjà pour tirer une petite sonnette d'alarme sur le fait que ça peut vous concerner concerner vos clients sans qu'ils l'aient forcément identifié, parce qu'on a une notion du groupe assez particulière d'une part, et d'autre part parce qu'on voit bien que l'administration utilise des véhicules nouveaux pendant le Covid, et que ce sera probablement la règle à l'avenir d'utiliser des communiqués, des foires aux questions pour des mesures prises en urgence et tout à fait dérogatoires du droit commun. Donc la question qu'on s'est légitimement posée derrière, c'est
Une fois qu'on a vu ça, est-ce qu'on peut s'en prévaloir? Est-ce qu'on peut les contester? Et c'est là où on est dans le prospectif, mais ça permet aussi de refaire un point sur la jurisprudence récente du Conseil d'État, prise en section, la décision logistique qu'on commentera à la fin de cette présentation. Alors, juste un petit rappel du dispositif. Ce dispositif qu'on appelle l'engagement de responsabilité et qui a été mis en place dans le cadre d'une foire aux questions ou FAQ dans le jargon du 2 avril 2020 et mis à jour le 5 mai 2020. Il a permis aux grandes entreprises, enfin à tout le monde en réalité, de bénéficier de reports d'échéances fiscales, sociales et puis également de prêts garantis par l'État, sauf que pour les grandes entreprises, ces dispositifs sont assortis de conditions. Et en particulier, une grande entreprise qui demande à bénéficier de reports d'échéances sociales et fiscales s'engage à ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à l'étranger et à ne pas procéder à des rachats d'actions. Alors, sauf si la décision est prise avant le 27 mars 2020. On a une foire aux questions particulière distincte pour les prêts garantis par l'État, qu'on n'abordera pas ici parce que ce ne sont pas vraiment des questions fiscales, même s'il y a une incidence, ça reste un sujet différent de notre point de vue. Concrètement, pour les groupes, cet engagement, il va couvrir l'ensemble des entités et filiales françaises du groupe, même si elles n'ont pas souhaité bénéficier d'un report d'échéance demandé. Donc, il faut bien le garder en tête. Ça veut dire qu'au sein d'un groupe, il faut communiquer, parce qu'à partir du moment où il y en a une qui le demande, il faut que toutes se plient à cette contrainte. Par ailleurs, on a une définition de grande entreprise qui sont soit une entreprise indépendante, soit un groupe de plusieurs entités liées, qui vont employer lors du dernier exercice, ou plutôt le groupe va employer lors du dernier exercice, au moins 5000 salariés, ou avoir un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d'euros en France. Donc, c'est un critère alternatif. On reviendra sur ces critères. Et la nouveauté de la FAQ du 5 mai 2020, de la mise à jour, c'est que la grande entreprise ne doit en outre pas avoir son siège social ou une filiale, au sens de l'article 209b, sans substance économique dans un État ou territoire non coopératif en matière fiscale, tant qu'elle bénéficie d'une mesure de soutien en trésorerie. Alors là-dessus, c'est vrai que au prime abord, ça nous a un peu surpris, parce que on avoue assez rarement qu'on a une filiale sans substance située dans un ETNC. C'est généralement plutôt une position contentieuse où on se fait redresser. Et il y a notamment la question qui se pose de que faire si on est en cours de contrôle et que l'administration nous reproche d'avoir une telle filiale alors qu'on conteste cette position. Effectivement, mais c'est un sujet qui n'est pas totalement traité et on reviendra aussi brièvement sur ce point. Alors, tout d'abord, la définition du groupe. Et c'est un peu le drapeau qu'on veut agiter devant vous. Ce n'est pas seulement le groupe au sens intégration fiscale prévu par l'article 223A du CGI, tel qu'on le maîtrise classiquement quand on fait pas mal d'impôts sur les sociétés, mais ça peut aussi être la définition utilisée pour la CVAE. Or, cette définition est proche et pourtant distincte et plus large. Juste pour mémoire, le groupe CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui s'applique à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires. Il est progressif et en pratique, on parle de groupes qui ont plus de 7,63 millions de chiffre d'affaires en faisant la somme des chiffres d'affaires de toutes les entreprises. La seule question, c'est qu'est-ce qui est compris dans ce groupe? Et c'est là où on a une définition beaucoup plus large que l'intégration fiscale. Parce que si à l'origine, la notion de groupe économique au sens CVAE s'appliquait seulement au groupe d'intégration fiscale, le Conseil constitutionnel a censuré cette définition et considéré que le législateur a entendu faire obstacle à la réalisation d'opérations de restructuration afin de réduire le montant de cette cotisation due
par l'ensemble des sociétés du groupe, car c'est une répartition différente du chiffre d'affaires en son sein. Et il a poursuivi un objectif d'intérêt général. La suite n'est pas mise ici, mais la suite, c'est de dire qu'on ne peut pas traiter différemment un groupe selon qu'il a effectivement opté pour l'intégration fiscale ou pas, à partir du moment où les conditions sont respectées. Et donc, la loi de finances pour 2018 a créé une nouvelle définition de groupe, qu'on parle maintenant de groupe économique au sens de la CVAE, pour déterminer le taux effectif d'imposition et qui est décorrélé, en tout cas partiellement, de la notion de groupe d'intégration fiscale. Je vous ai remis ici ce nouveau dispositif tel qu'il est rédigé aujourd'hui. Il y a toujours une référence à l'article 223A puisque c'est lorsqu'une entreprise, quel que soit son régime d'imposition des bénéfices, c'est là une première distinction avec le 223A, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent remplit les conditions de détention fixées au 1 de 223A pour être membre d'un groupe. Dans ce cas, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de cet article s'entend de la somme du chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises. Donc attention, ce n'est pas parce que il n'y a pas d'intégration fiscale dans l'un des groupes que vous gérez que pour autant on va pas être dans les clous de la définition de groupe CVAE et donc dans l'engagement de responsabilité qui pourrait ne pas avoir été identifié. Donc là, je vous ai mis quelques slides, mais on va les passer rapidement parce que c'est peut-être pas intéressant. Enfin, vous pourrez vous y référer. J'imagine que le support vous sera transmis par la suite. Le principe, c'est que pour la détermination du taux effectif de CVAE, doivent consolider leur chiffre d'affaires toutes les entreprises qui remplissent les conditions de détention fixées à l'article 223A. Donc là-dessus, on est sur les mêmes critères, sauf que une différence notable, et c'est le dernier point, peu importe que les entreprises n'aient pas les mêmes dates d'ouverture et de clôture d'exercice. Donc, ça peut être une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'intégration fiscale. Pour autant, on aura un groupe CVAE pour calculer ce taux effectif de CVAE applicable. Deuxième point, c'est que pour la détermination de ce taux effectif, on doit aussi consolider le chiffre d'affaires de toutes les entreprises, quel que soit leur régime d'imposition des bénéfices. Deuxième différence par rapport à l'article 223A, puisque certes sont concernées les sociétés soumises à l'IS dans les conditions de droit commun, mais également celles qui sont totalement ou partiellement exonérées d'IS, par exemple les SIC qui peuvent pas opter à l'intégration fiscale, les sociétés de capital risque, les sociétés immobilières d'investissement, les HLM, etc. J'en passe. Les GIE également, et enfin les sociétés de personnes qui ne sont pas soumises à l'IS. Donc sociétés en participation, SNC, sociétés civiles, etc. Alors une remarque néanmoins, c'est que pour le mécanisme du taux effectif, on exclut les CEP et les GIE à défaut pour eux d'avoir un capital, mais par contre, il y a une référence qui est faite par l'administration dans le BOFIP à ces structures qui en fait s'entend dans les cas où les structures sont ces sociétés mères de sociétés qu'elles détiennent au moins à 95%. Donc c'est une petite subtilité en matière de CVAE. Et enfin, on va calculer également le chiffre d'affaires de toutes les entreprises, quel que soit le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des entreprises qui les détiennent. Ça veut dire que même si elles sont détenues par l'intermédiaire d'entreprises établies hors de France, qualifiées de sociétés intermédiaires, SI, sociétés étrangères, SE, ou entités mères non résidentes, EMNR, au sens de l'article 223A. Toutes ces notions, en fait, sont apparues assez progressivement lorsque la jurisprudence est venue considérer qu'on ne pouvait pas traiter différemment un groupe selon que ces entités sont situées en France ou dans l'Union européenne. Et donc, il a été fait application finalement des dispositions relatives à l'intégration fiscale, y compris quand on a des sociétés qui sont détenues dans l'Union européenne et qui sont intercalées. Avec également la faculté d'avoir un groupe horizontal. Enfin, je reviens pas forcément dessus, mais ça veut dire que ici c'est la même chose en matière de CVAE. Donc c'est assez large finalement, et c'est là où on voulait vous agiter un petit drapeau.
Deuxième drapeau, c'est sur la date d'appréciation des conditions de détention. En matière de CVAE, on se place au 1er janvier de l'année d'imposition, qui correspond en fait à la date du fait générateur de la CVAE pour apprécier la situation effective de l'entreprise. Il faut regarder si en plus elle appartient au groupe économique tout au long de l'exercice au cours de cette date. Donc ça veut dire qu'une entreprise dont la détention à au moins 95% n'intervient qu'en cours d'année, dans ces cas-là, on appliquera le taux groupe de CVAE qu'à compter de l'année suivante. Ce qui potentiellement veut aussi dire que pour l'engagement de responsabilité, on pourrait au 1er janvier ne pas être dans la définition d'un groupe économique au sens CVAE remplissant les critères pour devoir s'engager à ne pas distribuer. Et c'est pas parce qu'on le devient en cours d'année, parce qu'on a acquis une filiale qui nous fait rentrer dedans, que pour autant rétroactivement on va devoir prendre en compte cet engagement de responsabilité et s'y contraindre. Ou avec un petit focus sur les opérations de restructuration, ça n'a pas forcément d'intérêt ici, je pense, d'en reparler. C'est vraiment le mécanisme, un rappel du mécanisme de calcul de la CVAE. Alors, pourquoi on vous en parler c'est aussi parce que il y a quelques points d'attention et des questions qui nous ont été posées, notamment par des clients qui étaient concernés par des situations qui n'étaient pas forcément évidentes à traiter au regard de la FAC. Le premier point d'attention, c'est que l'engagement de ne pas procéder à un versement de dividendes ou un rachat d'actions ne vise pas le bénéfice du versement anticipé de crédit d'impôt et de recours au chômage partiel. Donc, ça veut dire que concrètement, si vous rompez cet engagement, on ne va pas remettre en cause les remboursements de crédit d'impôt dont vous avez bénéficié ou le chômage partiel. Ce qui est plutôt une bonne chose. Deuxièmement, ça ne vise pas non plus le cas des attributions de titres liées à une réorganisation du groupe, parce qu'on considère qu'ils sont pas assimilables à un versement de dividendes en actions. On parle ici du dispositif de l'article 115.2 où on fait un apport à une entité suivi de la redistribution des titres à la société mère. Ces opérations ne sont pas visées par l'engagement et donc on peut parfaitement les réaliser. Troisième point, les distributions intra-groupes sont possibles. Elles sont donc pas totalement interdites, mais à condition qu'elles aient pour effet, au final, de soutenir financièrement une société française, notamment lui permettre de respecter ses engagements contractuels vis-à-vis de ses créanciers. Donc, dans des cas de LBO, par exemple, où on a une structuration où il faut absolument faire remonter des dividendes pour rembourser les banques, ça va être possible, mais il va falloir le documenter sérieusement parce que l'administration peut venir le contrôler, évidemment. Point suivant, les distributions réalisées par des entités étrangères du groupe au profit des entités françaises de celui-ci ne remettent pas en cause les aides demandées par ces dernières. C'est ce que prévoit donc la FAC. Donc ça veut dire que cet engagement, il est bien au niveau des entités françaises elles-mêmes qui ont bénéficié ou dont le groupe a bénéficié des reports. Il y a également enfin une exception qui est prévue en faveur des entreprises qui sont soumises à une obligation légale de distribution. Je pense par exemple au SIC, sous réserve que le montant distribué, par contre, soit strictement limité à ce qui est requis par cette obligation légale. Dernier point, et là c'était sur la condition introduite le 5 mai 2020 relative à la non-localisation du siège et des filiales dans un ETNC, c'est que si l'entreprise n'est pas en mesure de respecter cet engagement qu'elle a identifié, parce qu'il arrive aussi qu'elle puisse l'identifier, elle doit alors s'engager à initier dans un délai de 3 mois toute mesure utile pour remédier à cette situation. Sinon, la sanction, c'est la déchéance du bénéfice des reports avec paiement des intérêts de retard qui vont avec. Alors, les questions qui nous ont été posées, nous, au sein du cabinet, il y en a probablement d'autres et sur lesquelles on s'est penché, qui finalement vont nous conduire à se poser la question de la portée de cette FAC et des possibilités de la contester.
La première, c'est est-ce que quand on a une filiale française qui est isolée, qui ne remplit pas les critères de 5 000 salariés, chiffre d'affaires et qui a un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard, mais qu'elle appartient à un groupe étranger dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 1,5 milliard d'euros, est-ce qu'elle entre dans le champ de l'engagement de responsabilité? On vous a remis ici le principe, c'est que cet engagement, il s'applique aux entreprises indépendantes et aux groupes qui emploient au titre du dernier exercice clos, c'est ça le critère, au moins 5 000 salariés ou ont un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d'euros en France. La conclusion qu'on en a tirée, c'est que même si cette société française isolée est détenue à 95% au moins par une entité étrangère, dans ces cas-là, on doit pas, elle ne devrait pas être concernée par l'engagement de responsabilité, puisque le critère de chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires en France. Il y a cependant une condition à vérifier, c'est que dans ce groupe, il n'y a pas d'autres entités françaises, quel que soit son régime d'imposition, qui seraient détenues à 95% directement ou indirectement par l'entité étrangère ou par l'intermédiaire d'une autre entité étrangère détenue par l'intermédiaire de l'entité française, typiquement ce qu'on peut voir dans des groupes d'intégration horizontale, sauf que là, ça pourrait être le cas également dans une intégration horizontale au sens CVAE, c'est-à-dire que ultimement, j'ai une société mère à l'étranger, il y a d'autres entités françaises IS ou non IS, donc même si elles n'auraient pas pu faire partie d'un groupe d'intégration horizontale, dans ces cas-là, il faut bien vérifier qu'il y a pas d'autres entités françaises qui, au total, nous amèneraient à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. Donc, il y a quelques pièges, finalement, dans cette fac qui sont un peu cachés dans les détails. Alors, le point suivant, il est assez proche, puisqu'on parle toujours d'une filiale française isolée. Et cette fois-ci, elle fait partie non pas d'un groupe étranger qui a plus d'1,5 milliard d'euros, mais qui a plus de 5 000 personnes. Est-ce que celle-là, elle fait partie de l'engagement de responsabilité? Et la réponse qu'on a apportée, c'est qu'en principe, non. Pourquoi? Ça apparaît surprenant à première vue, parce qu'on va considérer finalement qu'une filiale française d'un groupe français, elle est moins bien traitée qu'une filiale française d'un groupe étranger, puisque c'est dans les deux cas, ce seraient des groupes de plus de 5 000 personnes. Et si on est français, on va être moins bien traité. Et pour autant, au vu de la règle, il y aurait quand même une différence de situation entre un grand groupe étranger qui a juste une petite filiale française et un grand groupe français, puisque l'idée c'est que les seuils en cause visent à savoir si l'on a en France, pays qui délivre l'avantage fiscal sous forme d'un report d'échéance et de paiement direct, un groupe d'une certaine taille. Et on signale ici, c'est l'occasion de se faire un petit rappel de est-ce qu'on pourrait contester cette foire aux questions en invoquant la liberté d'établissement. En réalité, l'octroi de report de paiement constitue une tolérance administrative qui est totalement dérogatoire du droit commun. Donc, l'administration, elle peut émettre n'importe quelles conditions, et y compris des conditions qui conduisent à traiter différemment des sociétés françaises et des sociétés européennes. Et le Conseil d'État a d'ailleurs déjà jugé qu'une tolérance administrative qui institue une tolérance discriminatoire n'est pas annulable. Parce que on peut pas y voir, par le principe de non-discrimination, étendre le champ d'une tolérance qui déjà par hypothèse est contraire à la loi. C'est une décision Crédit Agricole où il y avait une tolérance qui s'opérait en faveur de l'imputation de crédits d'impôt français sur des résultats à taux réduit, imposables au taux réduit, et qui n'était pas étendu pour des crédits d'impôt d'origine étrangère, Union européenne. Et en fait, la tolérance administrative, elle est ce qu'elle est, on l'applique telle quelle. Et au mieux, en fait, on peut
contester et faire annuler la tolérance favorable, mais en revanche, on ne peut pas étendre cette tolérance à d'autres hypothèses. On a le Conseil d'État, il va avoir la gomme, il va pas avoir le stylo. Alors, on avait une question suivante, c'était est-ce que quand une filiale intégrée distribue à sa mère, est-ce qu'elle doit justifier que la distribution vise à soutenir financièrement la mère en vue pour celle-ci de faire face à ses créanciers? C'est ce que je disais tout à l'heure où il y a des possibilités de distribuer lorsque au final l'objet de la distribution est de soutenir financièrement la société bénéficiaire. Oui, on voit pas pourquoi, en tout cas à la lettre du document publié, il y aurait une dérogation au sein d'un groupe intégré. Il va falloir également, a priori, le justifier. C'était pas forcément une évidence. On pouvait se demander si la distribution intragroupe faisait bien référence au même groupe que celui tel qu'il était défini pour savoir si on doit souscrire ou non l'engagement de responsabilité. Mais on a eu quelques échanges avec la DGFiP, enfin on en a eu connaissance. Ça confirme l'approche parce qu'en fait la DGFiP souhaite éviter que des sociétés têtes de groupe accumulent des réserves qu'elles distribueront ultérieurement. Je crois que le point suivant, je vais te laisser parler, Eva, parce que c'est une question qui t'a été posée. Moi, j'ai une question aussi qui concernait la fac PGE, mais en lien avec la fac prêt garanti par l'État. Pardon, la fac dividende en lien avec la fac prêt garanti par l'État, puisque la définition de grand groupe dans la fac PGE est différente de la définition du grand groupe dans la fac distribution de dividendes. Et moi, mon client, il était considéré comme une grande entreprise dans la fac prêt garanti par l'État, mais il n'était pas considéré comme une grande entreprise dans la fac distribution de dividendes. Et la crainte qu'il a eue, donc a priori, il pouvait distribuer des dividendes tout en bénéficiant des régimes de report de paiement. Et la crainte qu'il a eue, c'est de dire, mais en fait, la définition de la grande entreprise, elle est simplement indiquée dans une foire aux questions. Donc, quelle est la valeur de cette foire aux questions? Et est-ce que l'administration ne pourrait pas tenter d'opérer un espèce de glissement entre la définition grandes entreprises au sens dividende vers la définition grandes entreprises au sens PGE? En disant, mais en réalité, vous respectez les conditions de la fac PGE, donc vous êtes une grande entreprise, je vous dénie le droit de vous prévaloir des possibilités de report. Donc, ça pose a priori, ce qui est écrit dans la fac dividende s'applique dans son cas, mais ça pose la question en réalité de l'opposabilité de ce que l'administration écrit dans sa foire aux questions. Et vous avez peut-être en tête un précédent jurisprudentiel là-dessus, c'est que dans le cadre des régularisations d'avoirs étrangers, l'administration aussi avait procédé par voie de réponse dans une foire aux questions, mais dans un contexte qui était quand même très différent, puisque les régularisations d'avoirs étrangers étaient soutenues par une circulaire qui lui en donnait un fondement réglementaire. Ici, dans la fac engagement de responsabilité dividende, on n'a rien d'autre qu'une déclaration du ministre qui dit les grandes entreprises ne pourront pas bénéficier de ces mesures de report si elles ont distribué des dividendes. Donc, une certaine inquiétude peut naître. Alors, qu'est-ce qui a été dit s'agissant des régularisations d'avoirs étrangers? L'affaire a été portée devant le Conseil d'État et le Conseil d'État s'est prononcé sur le terrain d'un recours pour excès de pouvoir. C'est-à-dire que le contribuable avait voulu attaquer la fac régularisation d'avoirs étrangers devant le Conseil d'État par le biais du recours pour excès de pouvoir. Et le Conseil d'État a considéré que la fac étant la réitération de ce qui a été écrit dans la circulaire, elle n'était pas attaquable. Et donc, moi, la question que je me pose ici, c'est dans l'hypothèse où l'administration fiscale, un inspecteur, voudrait
remettre en cause la possibilité pour mon client d'avoir eu des reports de délai alors qu'il a distribué, comment mon client pourrait lui opposer la fac engagement de responsabilité. Et du fait compte tenu du précédent de la fac sur les régularisations d'avoirs étrangers, est-ce que je suis à l'aise pour dire, mais nous, on est dans une situation très différente puisque la fac engagement de responsabilité, il n'y avait pas de sous-jacent légal ou réglementaire. Et donc, c'est l'administration qui est venue prévoir d'elle-même que le grand groupe s'apprécie au sens du 223A ou de la CVAE. Alors, il me semble que je ne vois pas très bien comment l'administration pourrait se dédire, alors qu'elle a écrit dans la fac engagement de responsabilité qu'on apprécie les grands groupes avec le référentiel intégration fiscale, comment elle pourrait se dédire, mais la question de l'opposabilité, vous savez, n'est pas évidente. On a plutôt on a plutôt souvent du mal à ce que des actes soient opposables à l'administration plutôt que l'inverse. Donc, je ne sais pas, Sarah, ce que ça t'inspire comme. Oui, je partage toujours je partage tout à fait ton analyse de se dire que vraisemblablement on est dans des circonstances qui sont distinctes de l'affaire à laquelle tu fais référence, qui est une affaire du Conseil d'État de 2017, parce qu'il s'agissait en l'occurrence d'une fac qui ne faisait que réitérer une circulaire et qui n'a pas été considérée comme s'adressant à l'administration et comme donnant des recommandations à l'administration, mais uniquement comme donnant une information aux contribuables, là où je suis pas certaine que cette foire aux questions, même si elle est dénommée foire aux questions, engagement de responsabilité, n'est pas une portée plus large que la fac, que le Conseil d'État a considéré qu'on ne pouvait pas attaquer, justement parce que ici, finalement, c'est aussi à l'administration que ça s'adresse, de savoir quand est-ce que une entreprise doit s'engager, quand est-ce qu'elle peut demander un report sans avoir d'engagement et quelles sont les conditions applicables. Donc peut-être que juste ce vocabulaire de foire aux questions est un peu malheureux, même si effectivement ça procède de questions-réponses, donc il n'y a pas forcément autre chose à en dire, mais la nature juridique de ce support n'est peut-être pas tout à fait le même que celui que l'administration, que le Conseil d'État, pour lequel le Conseil d'État n'a pas voulu admettre un recours pour excès de pouvoir, dans cette affaire. Cela étant, c'est une position qui est en fait celle qu'on peut anticiper à la lumière de l'évolution de la jurisprudence depuis. On en reparlera après, mais prudence pour les groupes, et sachez que ça reste une position contentieuse et sachant que moi ce à quoi je pense, c'est de me dire que probablement que l'administration fiscale va respecter ce qui est écrit dans cette fac. Mais est-ce que normalement, il n'y a pas de raison, et en tout cas, en plus, un point que j'ajouterais par rapport à ce que tu disais, qui est ici inscrit dans le slide, c'est que la foire aux questions PGE ne définit pas la notion de grande entreprise pour déterminer ceux qui ont un engagement ou pas, mais pour une toute autre raison, pour un objet qui est de déterminer le pourcentage qui va être garanti par l'État, à savoir est-ce que c'est 70 ou 80% pour une grande entreprise qui peut être garantie, ou 90% pour une PME ETI, au sens communautaire du terme. Donc on voit bien que l'objet de cette fac n'est pas le même que l'objet de la fac engagement de responsabilité, qui elle vise à contraindre les entreprises à ne pas distribuer, parce que en fait ça veut dire jouer le jeu en quelque sorte. Si vous êtes une grande entreprise, vous jouez le jeu et vous n'allez pas distribuer des sommes. Ça paraît assez cohérent. Si je suis une petite filiale française d'un groupe multinational qui franchit allègrement tous les seuils et que je distribue, certes, au regard de la fac, j'ai le droit de distribuer, puisque on parle de... Est-ce qu'il est bien luné, et est-ce qu'il ne va pas me dire, mais moi, cette fac, ça m'engage...
Totalement. S'il est de mauvaise foi, mais d'un autre côté, c'est tout le principe du L80A et en fait c'est toute la question de savoir si ce L80A va être ou pas admis par le Conseil d'État, enfin par le juge de l'impôt. Et j'ai personnellement un peu du mal à imaginer, j'espère ne pas me tromper, que le juge de l'impôt en voyant ce type de rehaussement et en analysant la foire aux questions qui est à la fois créatrice de droits mais sous conditions, applique des conditions qui n'existent pas dans la foire aux questions elle-même et prennent des conditions d'une foire aux questions totalement annexe, alors que en plus c'est une foire aux questions PGE pour finalement un bénéfice qui n'est pas celui du PGE, mais le bénéfice qui est le report d'une échéance fiscale. Donc pourquoi s'en référer à une autre définition qui n'a pas été édictée pour des reports d'imposition, mais pour une toute autre raison. J'ose espérer que le juge de l'impôt ne franchira pas ce cap. Et en tout cas, je vois pas en fait surtout pour quelles raisons il pourrait le franchir. Parce que, comment opposer, mais seulement partiellement, la foire aux questions. Soit on l'applique en entier, la foire aux questions engagement de responsabilité, avec les critères qu'elle édicte, et en particulier ici, le fait qu'on ne serait pas concerné. Soit on l'applique pas du tout et on l'écarte. Mais je vois pas vraiment de demi-mesure qui pourrait, même si effectivement cette question du L80A c'est toujours compliqué parce que en pratique on voit bien que les solutions du juge de l'impôt sont plutôt vers une interprétation, une application pardon du L80A très restrictive. Mais là je pense que même dans cette interprétation on devrait légitimement pouvoir se retrancher derrière une application totalement littérale de cette foire aux questions, engagement de responsabilité, qui encore une fois est la seule qui se prononce sur les reports d'échéances, là où la fac PGE ne se prononce pas sur les reports d'échéances fiscales. Ok. Voilà. Tu veux qu'on passe au slide suivant? Oui, effectivement. Oui. Le dernier exemple, le slide suivant, tu veux dire ou... Voilà. Alors, le dernier exemple, on l'a eu assez récemment, c'est le cas d'une entreprise qui a demandé un report de paiement de son acompte d'IS du 15 mars 2020 et en fait, elle l'a effectivement acquitté au mois de juin. Et du coup, elle a demandé son report de paiement avant que la foire aux questions ne soit publiée le 2 avril. La question est de savoir si elle prend un risque en distribuant fin juin 2020, en tout cas en prenant une distribution fin juin 2020, puisqu'on sait que quand on prend la décision antérieurement et qu'on distribue antérieurement, il n'y a pas de sujet. Qu'en revanche, si la décision est postérieure au 27 mars 2020, la grande entreprise va plus être éligible au mécanisme de soutien en trésorerie. Alors là-dessus, c'était pas évident de se prononcer. La réponse qu'on a pu faire, puisque le client se disait, mais après tout, cette fac, elle s'applique rétroactivement à ma situation. Est-ce qu'elle peut s'appliquer rétroactivement? Parce qu'on connaît bien les principes selon lesquels la loi ne peut pas avoir rétroactive, c'est le principe de non-rétroactivité de la loi consacré par l'article 8 de la Constitution et de manière générale, on le retrouve aussi en matière de CEDH avec l'atteinte aux droits des biens, d'espérance légitime qui peut naître, mais en réalité même si le report de paiement de l'acompte du 15 mars a initialement été accordé sans condition aux entreprises en difficulté et que l'engagement de responsabilité n'a été porté à leur connaissance que le 27 mars, puisqu'en fait, il y en a eu un le 27 mars et un autre à peine modifié le début avril.
Dans ces cas-là, l'entreprise qui n'a acquitté qu'en juin la compte d'IS et qui décide fin juin de distribuer des dividendes, elle va quand même courir le risque de se voir appliquer la majoration de 5%. Parce que on peut pas exclure que l'administration considère que la foire aux questions, engagement de responsabilité, est une condition résolutoire des soutiens en trésorerie qui ont été accordés antérieurement aux entreprises. Alors c'est un peu le sens finalement des questions qu'on peut retrouver dans cette foire aux questions. Que je vous passe, je vous laisserai vous y référer, selon notamment que la décision de procéder à la distribution est antérieure ou postérieure au 27 mars. Si elle est antérieure, la grande entreprise est éligible ou le demeure au soutien aux trésoreries, alors que si la décision est postérieure, la grande entreprise n'est plus éligible. Et on a vu également sur le site impôts.gouv le point sur la situation dans une rubrique suis-je concerné par un report de paiement ou de déclaration, et après l'indication des entreprises ayant reporté le paiement de leur acompte en mars 2020 qui doivent l'acquitter 15 juin et que l'acompte de juin est suspendu. Il y a une précision qui nous dit que ces modalités de report de l'acompte de mars 2020 ne sont offertes aux grandes entreprises que sous réserve qu'elles respectent les engagements de responsabilité, c'est-à-dire notamment le non-versement des dividendes. Donc, on voit bien que la position de l'administration, c'est que oui, il faut appliquer rétroactivement. Pourquoi on s'est gratté la tête? On s'est dit quand même, c'était pas évident. On s'est gratté la tête de savoir sous quel fondement on pourrait contester cette rétroactivité. Parce que pour appliquer, pour faire une QPC et appliquer un fondement constitutionnel, encore faut-il qu'on ait une loi, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on ne peut attaquer que par voie de questions prioritaires de constitutionnalité qu'une loi. Donc là, ce recours ne nous est pas ouvert. Et puis, par ailleurs, la question qui est d'abord posée, c'est est-ce que donc on a vu qu'on pouvait pas non plus étendre une tolérance en notre faveur sur le fondement d'une conventionnelle. Et puis la question qui se posait, c'était même est-ce qu'on peut faire un recours pour excès de pouvoir contre cette foire aux questions. À supposer que ce recours pour excès de pouvoir soit possible, on a, à vrai dire, pas vraiment trouvé de prise et de fondement juridique nous permettant de contester une tolérance au regard d'un principe supérieur, malheureusement. Les principes de confiance légitime, etc., tout ça ne fonctionne pas. On n'a pas de texte sous-jacent à cette foire aux questions. C'est ça qui fait qu'on est un peu démunis pour la contester sur les critères classiques qu'on utilise quand on fait des REP, quand on fait des recours pour excès de pouvoir. Exactement, et vu que cette foire aux questions ne fait pas de caveat, de dérogation pour l'acompte du 15 mars, on doit l'appliquer tel quel. C'est apporter des avantages, donc attaquer une foire aux questions qui apporte une facilité à l'entreprise, ça peut paraître étonnant, mais par contre, ce qui peut être contesté ou les points sur lesquels il peut y avoir un litige, c'est une des conditions qui est interprétée différemment par l'administration fiscale et par le contribuable. Et cet exemple dont tu parles sur la décision de distribuer, qui a été prise avant la foire aux questions, mais non, la décision de distribuer est prise postérieurement. Ouais. C'est bien ça le problème. C'est que dans les clous, d'après la FAC, si la décision de distribuer est postérieure au 27 mars, à ce moment-là, on se voit déchu du bénéfice des reports. La seule chose, c'est qu'au moment où ils ont demandé le report, il n'y avait pas de foire aux questions, donc ils ne savaient pas à quoi s'engager. Bon, alors la conséquence, c'est uniquement qu'ils vont devoir payer des intérêts de retard, enfin uniquement. Donc, la conséquence qu'on peut garder en tête, c'est que dans ces cas-là, ils vont devoir appliquer la majoration de 5% et les intérêts de retard. Faut voir dans quelle mesure c'est significatif. Le deuxième point, c'est qu'ils peuvent toujours faire une distribution si elle est justifiée au final pour le soutien économique d'une mère en difficulté.
Donc, il y a quand même une latitude. Mais c'est vrai qu'on leur impose une condition qui n'existait pas. Or, auparavant, d'un autre côté, on n'a aucun texte qu'on peut opposer à l'administration pour dire, vous voyez comment c'était sous le fondement du L80A, vous voyez comment c'était à la date où j'ai demandé mon report d'acompte. Et donc cette doctrine, mais qui n'existe pas, aurait pu être opposable. Mais voilà, là, en l'occurrence, on n'a rien à opposer. C'est un peu ça la difficulté, c'est qu'on n'a pas de prise. Donc voilà. Alors c'est un peu l'occasion pour de vous faire un petit rappel sur la contestation des actes. En 2 temps. Le premier, c'est un rappel sur le recours pour excès de pouvoir. Je ne sais pas si c'est un outil que tout le monde a en tête, de la portée et des limites, avec une actualité jurisprudentielle qui pourrait ouvrir la voie, on pense, à des contestations de nouvelle nature par rapport à ce que vous avez pu avoir dans vos cours de fac. D'abord, juste le rappel de l'objet du recours pour excès de pouvoir, c'est demander au Conseil d'État, en premier et dernier ressort, l'annulation d'actes administratifs unilatéraux à caractère général. Et là, on parle notamment de décrets, d'arrêtés, réponses ministérielles qui seraient opposables sur le fondement du L80A, puisque toutes les réponses ministérielles ne sont pas attaquables par voie de REP, circulaire administrative, ordonnance, et puis également le BOFIP en matière fiscale. C'est ce qui est fait de manière très fréquente. Je vous ai cité ici la décision du 9 septembre 2020, société Takima, qui avait trait à un recours pour excès de pouvoir concernant la doctrine relative au crédit d'impôt recherche et aux sociétés agréées qui engagent des dépenses de recherche pour leur propre compte. Et c'était également un recours pour excès de pouvoir contre un BOFIP. Enfin, c'est très fréquent. Hein. On a des centaines de décisions sur le sujet. Alors, le recours pour excès de pouvoir, il n'est pas toujours auprès du Conseil d'État. Hein. Juste un petit point, il peut être également devant le tribunal administratif. Ceux qui font du droit administratif, évidemment, c'est d'ailleurs pour eux probablement un des cas les plus fréquents. Dans ces cas-là, c'est pour annuler des actes individuels, mais sous réserve qu'ils soient détachables de la procédure d'imposition. Par exemple, une décision de refus d'agrément, ou alors, sous certaines conditions, des prises de position de l'administration sur une situation de fait. Je vise ici, donc c'est un rescrit individuel, une société Export-Express, qui avait été où l'administration en fait appliquait un taux de TVA supérieur pour certaines sociétés d'édition par rapport à d'autres activités. Et le contribuable en fait a pu invoquer un préjudice distinct et bien identifiable, distinct d'une procédure d'imposition qui était finalement une concurrence déloyale parce que certaines sociétés étaient favorisées par le taux de TVA plus favorable qui leur était appliqué. C'est des cas très particuliers. En revanche, évidemment, vous ne demandez jamais dans vos requêtes l'annulation du rejet de réclamation. Ça, cette demande est irrecevable. Je me permets de le dire parce qu'on le voit malheureusement assez souvent, parce que le rejet de réclamation n'est pas détachable d'une procédure d'imposition et on ne peut donc pas demander l'annulation qui est, quand on demande l'annulation, un recours en annulation qui est bien distinct, qui fait partie du contentieux de l'excès de pouvoir et non du contentieux d'assiette. Donc, quand vous faites un recours pour excès de pouvoir, il faut l'assortir par ailleurs. Ça ne vous dispense pas de réclamer dans le cadre de votre contentieux d'assiette. Et ça ne vous dispense d'autant moins que c'est probablement, enfin en tout cas la plupart du temps, l'une des conditions pour avoir intérêt à agir, puisqu'il faut avoir un litige avec l'administration. L'effet de ces décisions de recours pour excès de pouvoir, alors déjà l'intérêt c'est qu'on va directement devant le Conseil d'État pour obtenir l'interprétation qui nous intéresse, et derrière le juge de l'impôt de saisie du contentieux au fond, s'il voit qu'un BOFIP qui a été appliqué donne une interprétation illégale de la loi,
évidemment, il va devoir écarter cette application. Et donc, ça permet d'interpréter la loi par le Conseil d'État de manière beaucoup plus efficace que de passer devant le tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État et avoir 7 ans de procédure. Bon, encore faut-il pour ça avoir un BOFIP qui soit suffisamment explicite et qui précise clairement la position contestée. Alors, l'effet des décisions, c'est que les décisions du Conseil d'État, lorsqu'il se prononce sur un REP, c'est soit une décision de rejet, et dans ces cas-là, c'est une autorité relative de la chose jugée, donc ça veut dire qu'on n'importe qui peut réintroduire un recours pour excès de pouvoir en faisant valoir, contre le même texte, en faisant valoir d'autres moyens. En revanche, s'il y a une décision d'annulation, elle est rétroactive et elle a une autorité absolue de la chose jugée, tout le monde peut s'en prévaloir. Pourquoi on voulait faire ce focus? Parce que récemment, il y a une décision qui n'est pas du tout fiscale, mais qui aura une portée probablement fiscale, en tout cas on peut l'espérer, d'élargissement de la notion d'acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Je ne sais pas si Eva, tu avais l'intention d'en parler ou si tu veux que je le présente. D'accord, pas de souci. Alors, il s'agissait du groupe d'information et de soutien des émigrés, GISTI. On a beaucoup de jurisprudence par le GISTI, qui a saisi cette fois-ci le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une note d'actualité qui émanait de la police des frontières parce que ils avaient identifié une fraude documentaire généralisée en Guinée sur des actes d'état civil, et donc ils préconisaient aux agents qui devaient se prononcer sur la validité de ces actes de formuler un avis défavorable pour toute analyse d'un acte de naissance guinéen. Vous voyez, il n'y a rien de fiscal. En fait, le GISTI reprochait à la note de créer une forme de présomption irréfragable de caractère frauduleux, et ils ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir. Dans ses conclusions, le rapporteur public, c'est une décision de section, donc elle a une portée plus importante que les décisions de chambre réunie qu'on voit habituellement, 9e, 10e ou 8e, 3e, et a fortiori plus importante qu'une juge en seul qui, en soi, ne juge rien, comme le Conseil d'État l'a récemment rappelé, enfin en tout cas son rapporteur public. Donc le rapporteur public, lui, souligne que la question la plus délicate en fait de cette affaire, c'est celle de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Et il a proposé dans ce cadre-là de considérer que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un document de portée générale, donc là on parle de document, édicté par l'administration pour les besoins de son action, doit être recevable lorsque ce document est susceptible de produire sur d'autres personnes que ses destinataires premiers des effets juridiques ou non, tels qu'il leur fait grief, c'est-à-dire tels qu'ils affectent leurs droits, leur situation ou leurs intérêts. Et il a donc invité les juges à dépasser le critère de l'impérativité de la jurisprudence du Vinière, qui est demeuré célèbre, que la plupart d'entre vous doivent connaître, on reviendra dessus, qui posait un critère d'impérativité. Ici, c'est une note qui n'édictait rien d'impératif, finalement, qui ne disait qu'une recommandation. Et plus précisément, les effets qu'il est susceptible de produire indirectement au-delà du cercle des investisseurs, des destinataires premiers, pardon. Et il a donc proposé d'ajouter un critère des effets notables comme hypothèse de recevabilité alternative. Et c'est pour ça qu'il a proposé d'admettre que la note puisse être contestée par voie de recours pour excès de pouvoir. Alors, bon, par ailleurs, le recours a été rejeté, mais au moins, il a été reconnu, l'intérêt à agir était évident, mais en tout cas aussi la faculté, la recevabilité du recours qui, elle, était loin d'être évidente. C'est pour ça, d'après le fichage au recueil Lebon, que cette jurisprudence a de l'importance, parce que la décision du 12 juin, elle a précisé à la fois les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les documents de portée générale de l'administration, mais également l'étendue du contrôle du juge administratif, que le juge administratif doit exercer en la matière. Donc, il a notamment, le Conseil d'État a repris la condition d'effet notable,
sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de mettre en œuvre. Et en précisant, ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif, confère jurisprudence Duvinière, ou présentent le caractère de ligne directrice. Donc ça, c'était également sa jurisprudence antérieure où il avait admis que les lignes directrices pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, là où pour d'autres documents, notes d'information, il ne l'avait pas admis. Donc là, à la fin, il rappelle que Duvinière, lorsqu'on avait un document à caractère impératif, et notamment, ça veut dire également en matière fiscale, lorsqu'on a un document qui est opposable sur le fondement du L80A, donc le BOFIP, bien évidemment, mais également les réponses ministérielles qui ont un caractère impératif, c'est-à-dire qui ajoutent à la loi, et seulement celles-là, celles qui sont opposables en vertu du L80A. De même que, je reviendrai après, celles qui réitèrent une disposition légale, les BOFIP qui réitèrent, pardon, les BOFIP, pas les réponses ministérielles, mais les BOFIP qui réitèrent la loi. Et dans ces cas-là, on voit bien que ces actes sont toujours opposables, sauf que c'est désormais notamment, puisqu'il y a d'autres actes qui vont pouvoir attaquer parce qu'ils ont des effets notables. Et le Conseil d'État a jugé que, eu égard aux effets notables qu'elle est susceptible d'emporter sur la situation, sur la situation des ressortissants guinéens dans leur relation avec l'administration fiscale, avec l'administration française, cette note peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le CE a également précisé l'étendue du contrôle que le juge administratif doit exercer, en rappelant, et là-dessus c'est pas nouveau, c'est juste formulé un peu différemment par rapport à ce qu'on pouvait trouver dans Duvinière ou la décision Mathieu, notamment en matière fiscale, qu'on applique notamment en matière fiscale, c'est que le recours formé à l'encontre du document en cause doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence. Donc là, on est typiquement dans la doctrine administrative illégale, contraire à la loi. Si l'interprétation du droit positif qu'il comporte, alors non, excusez-moi, l'entaché d'incompétence, je suis allée trop vite, excusez-moi. L'entaché d'incompétence, c'est plutôt le décret qui a été signé par un ministre qui n'est pas le bon ministre, ou en tout cas l'organe qui a édicté la règle n'avait pas compétence pour le faire. Le deuxième point, c'est si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens, et là on est dans la doctrine par exemple qui va être contraire à la loi. La loi dit blanc, la doctrine dit noir. La portée et s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure. Et là, on voit que c'est également le cas où on fait d'ailleurs toujours des recours pour excès de pouvoir en disant mon BOFIP réitère la loi, sauf que ma loi, elle est contraire à une norme juridique supérieure. Par exemple, la CEDH ou par exemple la Constitution, auquel cas on soulève une QPC devant le Conseil d'État pour l'avoir transmettre au Conseil constitutionnel. Et si ma loi est considérée comme non conforme, méconnaît la CEDH ou la Constitution, dans ces cas-là, elle disparaît de l'ordre juridique et forcément ma doctrine qui la réitère devient illégale. Donc c'est la doctrine illégale en ce qu'elle réitère une norme juridique supérieure par voie de REP QPC ou REP tout court, avec des arguments de type méconnaissance de la CEDH ou méconnaissance d'une liberté communautaire. Je vous ai rappelé ici l'évolution jurisprudentielle pour voir ce qu'apporte cette solution. C'est que je pense que tout le monde avait en tête la jurisprudence Notre-Dame de Kreisker de 1954, qui, elle, ne permettait d'introduire un recours pour excès de pouvoir que contre des actes ayant une portée juridique effective, en distinguant les circulaires et instructions qui sont purement interprétatives des circulaires réglementaires. Donc encore fallait-il avoir un acte réglementaire, c'est-à-dire un acte qui ajoute à la loi. Puis il y a eu l'évolution avec la jurisprudence Duvinière du 18 décembre 2002,
qui a considéré que c'est le caractère impératif de l'interprétation proposée par la circulaire qui rend celle-ci susceptible de recours. Ce qui voulait dire que, et c'était le cas jusqu'à l'intervention de cette décision justice, il fallait absolument, pour pouvoir attaquer une circulaire ou un BOFIP ou n'importe quel acte réglementaire, n'importe quelle circulaire ou instruction, pardon, qu'il ait un caractère impératif. Une simple recommandation ne pouvait pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En mai 2004, on ne sait pas très bien pourquoi, le Conseil d'État a réaffirmé que de simples lignes directrices qui se bornent à définir les orientations ne font pas obstacle à ce que, en fonction de la situation de chaque demandeur, les autorités s'écartent de ces orientations, ne présentent pas un caractère impératif. Elles ne pouvaient donc pas faire l'objet du recours pour excès de pouvoir. Et on a eu, alors je m'excuse, il y a une coquille dans la slide. Fervesta, ça s'écrit F-A-I-R, V-E-S-T-A et non pas F-E-R. Donc une décision d'assemblée où là, le juge administratif avait ouvert la voie du recours à des actes qui, bien que dépourvus au sens juridique du terme de caractère décisoire, n'en ont pas moins en fait des effets pour certaines personnes. En fait, Gisti, elle est dans la lignée de ces jurisprudences du Vinière et Fervesta en allant un cran au-dessus et en étendant le champ du contrôle de la légalité. Désormais, c'est tout document de portée générale qui pourrait tout autant faire grief. C'est une évolution qu'on avait déjà vue apparaître dans ce qu'écrivait le Conseil d'État. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette décision justice va pouvoir faire apparaître de nouvelles perspectives contentieuses en matière fiscale? Parce qu'on voit bien qu'on a des outils normatifs avec la foire aux questions engagement de responsabilité, avec des communiqués sur le site des impôts. Et puis, on avait déjà auparavant des guides, pas mal d'autres supports qui n'étaient pas du BOFIP. Et on pouvait se poser la question de finalement, ces documents, ils font grief, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les attaquer? Alors, sous réserve, encore une fois, après, il y a un critère de recevabilité, comme on l'a vu pour la foire aux questions. Et puis, il y aura la question de le deuxième enjeu qui est de dire sur quel fondement on peut l'attaquer, ce qui est pas toujours évident. En tout cas, sur les critères de la recevabilité, on se rend compte que jusqu'à maintenant, ces nouveaux outils échappaient au contrôle de la légalité. Et que désormais, il y aura probablement une évolution, en tout cas qu'on peut anticiper, puisque alors la jurisprudence sur la foire aux questions où le recours pour excès de pouvoir n'avait pas été admis, c'est celle du 17 mai 2017, l'actement qu'on vous a mis ici. Mais il y avait également le problème des fiches publiées sur le portail du ministère de l'économie et des finances, par exemple la carte des pratiques et montages abusifs, qui n'a pas été susceptible de recours. Le précis de fiscalité qui est édité par le ministère de l'économie, le guide de l'évaluation des biens qui présente une synthèse des différents modes de calcul pour la valeur des titres non cotés, etc. Le guide pratique présentant le nouveau régime fiscal des associations. Voilà. Au final, on se rend compte qu'il y a toute une série de documents qui vont désormais peut-être pouvoir être attaqués. Alors, au cas par cas, on se posera la question des fondements. Mais en tout cas, il n'est pas exclu qu'on ait un glissement où le Conseil d'État serait aussi susceptible d'admettre qu'à partir du moment où ils ont des effets notables, on va pouvoir les attaquer sur le fondement du REP. Et puis, peut-être à un moment donné leur conférer une portée plus importante que celle qu'ils ont actuellement de simples recommandations à destination du contribuable sans qu'on puisse aller au-delà. Voilà, j'ai conscience que le sujet est un peu technique. On a pensé que voilà cette foire aux questions et puis les dernières annonces encore hier du gouvernement sur des nouveaux dispositifs qui vont apparaître et qui interviennent toujours en urgence, c'est important de se dire que le Conseil d'État entend le fait qu'ils peuvent avoir une portée
a des effets notables et que à l'avenir, on pourra peut-être les contester. Exactement. Merci, Sarah. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi le chat ou des gens qui souhaiteraient intervenir. A priori, alors nous on a terminé notre présentation on a terminé notre présentation. Juste peut-être je vais répondre à la question qui est posée dans le chat. Quid de se couvrir par une demande de rescrit? Il y a peut-être une limite à ça. Je réfléchis à haute voix parce qu'on a encore un peu de temps dans la présentation. C'est que en théorie, effectivement, on peut se couvrir par un rescrit, sauf qu'en pratique, il s'agissait ici de questions relatives à l'impôt, puisqu'on parle de délai pour payer l'imposition. Or, le L80A a supposé qu'il s'applique, comporte alors désormais 3 alinéas. Le premier alinéa nous permet de contester un rehaussement, de dire que l'administration ne peut opérer aucun rehaussement s'il est fondé sur autre chose que sa doctrine. Enfin, s'il est fondé s'il est contraire à l'interprétation qu'elle fait dans sa doctrine. Et l'alinéa 3, qui dit en substance la même chose, mais qui se distingue de deux manières. La première, c'est que l'alinéa 3 ne permet finalement que de contester les rehaussements d'imposition et pas les impositions initiales. Donc, s'il n'y a eu aucun impôt de payer, on ne va pas pouvoir se prévaloir de l'alinéa 3. On ne peut pas contester une imposition initiale. Et deuxièmement, qui étend le champ du L80A au recouvrement et aux pénalités. Exactement. Et le problème du troisième alinéa, c'est qu'il n'est pas visé par le L80B qui permet aux contribuables de se prévaloir d'une décision de rescrit, donc d'une décision individuelle qui lui aurait été adressée par l'administration. Le L80B, c'est-à-dire la protection que nous offre le rescrit, ne renvoie qu'au premier alinéa 80A et ce premier alinéa ne vise pas le recouvrement et les pénalités. Il ne vise donc que l'assiette de l'impôt. Donc, je ne suis pas certaine que le rescrit, à supposer qu'on puisse l'avoir avant le paiement, puisse finalement nous donner une véritable sécurité juridique. De la même manière, on peut peut-être aussi appeler votre attention sur ce que Eva disait au début sur le BOFIP. En réalité, le BOFIP, il y a une partie qui est opposable, mais par contre, tout ce qui est relatif à la procédure d'imposition, des délais, des questions procédurales, ne sont pas opposables. Donc, c'est intéressant d'avoir la vision de l'administration et notamment ces exemples chiffrés, là où on avait parfois des incertitudes et puis on ne savait pas très bien comment comprendre l'ordonnance. Cela étant, c'est pas quelque chose si ça a trait à la procédure d'imposition, on ne pourra pas l'opposer sur le fondement du L80A. C'est plus une indication. Voilà. Peut-être sur le L80, ça me fait penser, Sarah, quand tu disais il faut une imposition primitive pour pouvoir évoquer le L80A. Pour le troisième alinéa, oui. Pas pour le premier alinéa, on n'a pas besoin. D'accord. Et sur la jurisprudence récente qu'on a évoquée récemment, pour la porter à votre attention, alors on l'a pas complètement en tête, mais il y a une jurisprudence récente sur le L81 qui vient de paraître du 9 septembre 2020, qui concerne un cas où le Conseil d'État a quand même fait évoluer sa jurisprudence sur le L80A, où l'hypothèse était celle d'un calcul de plus-value par un particulier, mais dans le cas où la vente avait été récisée, elle avait fait l'objet d'une récision par la suite. Et la doctrine administrative prévoit que le contribuable peut demander le dégrèvement de l'impôt afférent à cette plus-value.
Et il se trouve que le débat s'est porté sur la question de l'opposabilité de cette doctrine, puisque il n'y avait pas eu il n'y avait pas eu de rehaussement. Il n'y avait pas eu de rehaussement, pardon, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas eu Et voilà, c'était pas tant le problème de mémoire de l'imposition initiale que le fait qu'il n'y avait pas eu de rehaussement. Mais forcément, il n'y avait pas eu de rehaussement parce que c'est une doctrine qui offrait la possibilité de réclamer a posteriori une imposition qui avait été acquittée. Voilà, exactement. Et donc là-dessus, le Conseil d'État alors que, compte tenu de sa jurisprudence, le L80 n'était pas opposable, là-dessus, le Conseil d'État fait preuve de pragmatisme et a permis que le contribuable se prévale de cette doctrine. Donc ça aussi, c'est un point intéressant sur les évolutions que le Conseil d'État est en train de mener sur ces sujets, autant L80A que recours pour excès de pouvoir. Voilà, alors si vous n'avez pas d'autres questions ou commentaires, on va clôturer cet atelier. Avant ça, je voudrais vous rappeler les entretiens de la fiscalité qui devraient avoir lieu le 26 novembre, comme ça avait été initialement prévu, seulement ce sera en distanciel. On est en train de s'organiser pour préparer quelque chose pour le 26 novembre, donc je croise les doigts, mais normalement ça devrait fonctionner. Et un dernier mot pour remercier très très chaleureusement Sarah qui a accepté de présenter ce sujet. Merci à toi, Eva. Vraiment difficile puisqu'il est très en devenir, la période étant celle-ci, et les évolutions qu'on connaît aujourd'hui auront évidemment des conséquences, mais contentieuses bien plus tard que maintenant. Donc, on espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on vous enverra les slides. Et puis, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à nous les adresser à Sarah et moi. On pourra essayer de réfléchir avec vous. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Merci beaucoup et merci à toi, Eva.